Donc première table ronde, nommée « Quelle attractivité des ports normands en matière de logistique et transport ?» Donc je vais apparaître comme étant un coordinateur, donc une sorte d'animateur de cette table ronde. J'ai 4 intervenants prévus et j'ai déjà potentiellement une défection sûre et quelqu'un qui est encore éventuellement dans le train, qui vient de Paris. Donc malgré tout, nous avons Alexandre Lavissière de l'école de management de Normandie, qui est chercheur à l'école de management, avec qui l'Université du Havre entretient dans certains programmes des relations très fortes, hein, ne serait-ce que dans le cadre d'une fédération de recherche en logistique ici. Le délégué portuaire, deuxième intervenant pressenti, donc là la défection est nette, donc quelqu'un de Granville, ça m'intéressait pas mal, ça m'intéressait beaucoup de faire venir cette personne, puisqu'il s'agissait de Madame Dumay, qui représentait l'association des ports locaux de la Manche, et qui allait développer certaines caractéristiques de cette association qui dépassent largement la Normandie. Là encore, comme ça a été évoqué ce matin, un certain nombre des ports locaux de la Manche, bien sûr, relèvent d'une autre région, la région Bretagne. David Guerrero, que nous attendons, de l'IFSTAR, dont l'ancienne INRETS, qui devrait arriver par le train de 8h51, sachant que l'heure est passée. Donc je suis inquiet sur sa présence. De l'équipe SPLOT de l'IFSTAR, donc, qui est un docteur en aménagement et qui est donc chargé de recherche, chercheur à l'IFSTAR à Marne-la-Vallée, sur des questions essentiellement, l'équipe SPLOT, donc c'est une équipe qui travaille beaucoup sur les questions de transport de fret, d'amélioration du fret, et des questions en lien avec le développement économique et le transport de marchandises. Enfin, ici présent, Jérôme Quillet, qui est lui-même à la tête d'un bureau d'ingénierie et qui se présentera lors de cette table ronde. Donc je laisserai mes intervenants se présenter eux-mêmes pour donner plus de précision, pour ne pas, bien sûr, induire en erreur l'Assemblée. Bien, donc si on démarre cette table ronde, en fait, cette table ronde, elle est dans la continuité de la première journée Stenor, où il y avait effectivement donc, un système de table ronde, et la première table ronde de la première journée Stenor qui s'est tenue à Rouen, en mars 2016, nous avions fait une présentation avec mon collègue Arnaud Seri de l'Université du Havre sur les enjeux portuaires en Normandie. Donc on est bien dans une continuité, en fait, de thématiques qui reviennent pas forcément dans toutes les journées Stenor, mais au moins dans la première et dans la troisième. Donc on avait développé au sein, donc à partir de travaux mis en place dans un programme de recherche qui s'appelle DevPort, donc je mentionne ce programme, nous avions travaillé sur ces questions-là. Donc pour ce qui est de cette table ronde aujourd'hui, donc dans la continuité de celle de première journée Stenor, l'idée que nous avions développée, c'était de s'intéresser à 2 thématiques initialement identifiées et qui sont bien sûr ensuite appropriées, plus ou moins appropriées par les intervenants, puisqu'il faut laisser une certaine liberté aux intervenants. Donc une première thématique sur l'attractivité des ports normands sur les flux de marchandises. Donc avec éventuellement une thématique qui revient très souvent, en tout cas qui fait partie d'un des axes de recherche développés au sein du laboratoire ID Le Havre, qui est un laboratoire sur les 3 sites de Normandie Université, sur le rôle des auxiliaires de transport dans c'est-à-dire les commissionnaires de transport, les prestataires logistiques divers, les éventuels transitaires portuaires, en quoi ces auxiliaires peuvent participer ou peuvent être éventuellement porteurs ou être vecteurs d'attractivité pour les ports, essentiellement bien sûr pour ce qui relève bien sûr de l'acheminement des marchandises, donc soit quelle que soit l'orientation du flux, soit à l'import, soit à l'export, mais en fait pour les questions de desserte bien sûr de la Normandie, mais là aussi bien plus largement que la Normandie, de l'axe Seine, et éventuellement du Grand Paris, voire de l'Europe. Donc l'idée était l'idée initiale, c'était de trouver des intervenants, ce que je cherchais et j'en ai pas trouvé qui étaient disponibles aujourd'hui. Donc des transitaires, puisque vous ne savez pas que quand vous regardez un peu la localisation des activités, des intermédiaires du transport sur la grande région, sur la région Normandie et voire au-delà, vous voyez des concentrations extrêmement fortes à certains niveaux de l'axe. Ici encore une cartographie, un travail cartographique réalisé par l'équipe DevPort il y a quelques temps. Donc, deuxième thématique possible. Donc, bien sûr, pour la première thématique, on va évoluer, en tout cas dans cette table ronde ce matin, le rôle des transitaires portuaires et des commissionnaires et des autres intermédiaires du transport dans l'attractivité des ports normands va être évoqué, mais on peut aussi s'intéresser forcément à tout ce qui est avant desserte de l'arrière-pays et éventuellement l'attractivité des ports. Ça va être repris plusieurs fois
mes deux intervenants présents et éventuellement le troisième s'il peut arriver, sur la compréhension de cette notion d'attractivité sous divers aspects et pas forcément uniquement sous l'aspect initial qui était celui de faire un focus sur les auxiliaires de transport. Deuxième thématique dans cette initialement identifiée, c'était une thématique sur l'efficacité du système portuaire normand. Et c'est pour ça que je reprends, que vous avez vu cette petite thématique, cette petite schéma sur le système portuaire régional de la vallée de Seine. Donc une réflexion sur le système portuaire normand, pour peu qu'on puisse le considérer ainsi. C'est pour ça que là, les apports de la responsable, de la déléguée de l'association des ports locaux de la Manche auraient été très pertinentes. Alors ne vous inquiétez pas. Les personnes ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais ils seront disponibles pour une deuxième table ronde. Toutes les personnes pressenties reviendront, donc j'espère, au mois de mars, ici, à l'Université du Havre, pour une table ronde spécifique qui reprendra en fait ces aspects en fait, de la grande variété des ports normands. Donc revenons sur cette deuxième thématique, donc l'efficacité du système portuaire normand sous l'angle des infrastructures, des équipements, des installations, et bien sûr de cette notion d'interface, économique et éventuellement des apports sur les questions de gouvernance. On verra comment nos intervenants conduiront leurs propos. Donc, dans ces trois intervenants présents ce matin, Alexandre Lavissière, ça a été dit, donc nous allons pouvoir démarrer. Je vais laisser la parole au premier intervenant, si vous voulez bien, sur la compétitivité des ports normands. Donc, bonjour à tous. Merci à vous et à la Fédération Sténor de m'avoir convié aujourd'hui. C'est un réel plaisir et puis de voir également les liens, comme vous le rappeliez, qui sont de plus en plus forts entre l'EM Normandie et l'Université du Havre, mais les universités en Normandie en général. Donc vous m'avez, Olivier, contacté il y a quelques mois pour me demander de participer à cette table ronde et entre-temps, j'ai accepté et entre-temps, j'en ai profité en allant dans plusieurs ports pour discuter du sujet, et donc à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Donc j'ai posé la question. Donc si je me présente un petit peu, donc je suis Alexandre Lavissière, je suis chercheur à l'EM Normandie. Je suis chercheur en gestion et j'ai fait un doctorat sur les zones franches et plus particulièrement les ports francs. Et avant cela, j'avais travaillé pendant une dizaine d'années comme consultant pour différents cabinets dans plusieurs pays, en France, en Espagne, en Afrique, et où j'avais une spécialité sur tout ce qui était transport et logistique. Donc à la suite de ça, j'ai fait un doctorat spécialisé sur transport et logistique et j'ai rejoint l'EM Normandie il y a à peu près 4 ans. Donc j'ai toujours des liens avec des institutions type Banque mondiale ou avec des ports ou d'anciens clients avec qui je peux discuter et poser des questions. Donc j'en ai profité pour demander à différents partenaires ce qu'ils entendaient par l'attractivité des ports. Et j'ai eu des réponses qui étaient à la fois intéressantes, mais pas toujours non plus ce que j'attendais. Et notamment dans le secteur privé, on parlait plutôt de compétitivité que d'attractivité. Alors j'ai demandé à des autorités portuaires, à des gestionnaires de terminaux, des transitaires. Et donc c'était assez intéressant. Donc je me suis concentré sur la compétitivité des ports. Et donc, ce qui ressort à la fois des discussions qu'on peut avoir avec les professionnels, mais également de la littérature, c'est que la compétitivité, souvent, est couverte par 4 grands facteurs, 4 grandes familles de facteurs. Le premier étant la géographie, ce qui tombe bien pour notre journée aujourd'hui. Donc forcément, la géographie, c'est important, puisqu'on va avoir l'aspect purement physique, où forcément, il est plus facile d'avoir un port attractif en Normandie que dans le Limousin. Et donc on retrouve ça avec des grands ports dans le monde, Singapour, Suez, Tanger, Panama, sont forcément au croisement, à la croisée des chemins, et donc vont
vont bénéficier de cette géographie particulière qui donne directement un avantage. Mais souvent, ça reste des ports de transbordement ou des hubs, des ports de passage. Et on a un deuxième facteur géographique qui est important, qui est le marché. Donc ça va être à la fois être proche d'un bassin de consommation, pour tout ce qui va être un port, mais aussi tout ce qui va être production industrielle pour la partie export. Et donc dans cette perspective, si on pense au grand port maritime normand, on va être proche du plus gros bassin de consommation européen, qui est le bassin parisien. Donc on a la chance d'avoir un État qui est assez centralisé avec une concentration à la fois de la population, mais aussi de la production industrielle qui est autour de Paris. Alors on a forcément la région Rhône-Alpes, et donc par rapport aux villes allemandes ou anciennes villes de la Hanse qui sont plus petites, on a donc un plus gros bassin de consommation, un bassin de production. Et donc nos ports normands sont naturellement les portes d'entrée, les gateways de ce marché. Le deuxième point, ça va être l'environnement. Alors l'environnement, c'est le contexte dans lequel les ports vont évoluer. Donc ici, la France est plutôt bien placée, donc la Normandie également. On a, quand on regarde les études internationales qui sont faites, ce qui est dit comme étant important, c'est la stabilité politique, ça va être la stabilité du contexte dans lequel on va pouvoir faire des affaires. On a les études de la Banque mondiale sur Doing Business ou Logistic Performance Index qui vont regarder tout ça. On va avoir tout ce qui est douane, tout ce qui est facilitation finalement pour la gestion des flux. Et donc là encore, la France est plutôt bien placée. On est une place relativement stable. Alors souvent on parle des aspects sociaux qui sont inclus dans cette partie contextuelle, mais on voit que depuis la réforme portuaire de 2008, on a quand même une stabilisation, et en fait les problèmes structurels qui pouvaient gêner l'image des ports ont quand même été majoritairement réduits. Donc ça c'est un point important, et donc la Normandie est donc une terre attractive pour ces aspects-là. Le troisième point, ça va être le coût. Donc, quand on parle avec les professionnels, c'est forcément ce qu'ils mettent en avant. Ils disent, voilà, ce qui est important, ça va être le coût. Je discutais avec quelqu'un à Singapour il y a pas longtemps qui me disait l'avantage de PSA, c'est que malgré le foncier, on a réussi à réduire les coûts opérationnels, et on est parmi les meilleurs pour tout ce qui est coût. On a automatisé une partie de nos terminaux. À une époque, on a automatisé la quasi-totalité de nos terminaux à conteneurs, mais on est revenu sur juste une automatisation du terre-plein, et on garde quand même des portiqueurs qui vont être humains, parce que finalement, c'est plus flexible, et en termes de productivité, on ne perd pas forcément. Et donc, l'avantage qu'eux voient, et sur lequel ils vont se battre avec leurs différents concurrents, comme Port Klang, qui est à côté au Malacca, ça va être cet aspect coût. Mais le coût, il est toujours lié à un service, qui est mon dernier point. Et donc, ce service, ça va être ce qu'on propose. Et de plus en plus, on va demander, les industriels vont demander un service bout en bout. Et donc, ça va être une logistique dans laquelle le port n'est qu'un maillon. Avant, le port était l'élément peut-être primordial. Aujourd'hui, on est un élément du coût. Et il y a une étude de Pierre Cariou où il a regardé la différence entre un transport qui vient de Chine
centrale, je crois que c'était du Xi'an, et pour aller jusqu'à Lyon. Donc il a comparé entre les différentes compagnies maritimes, les différents prix, les temps, etc., et en passant par Marseille, Le Havre et Anvers. Donc ce qu'on voit, c'est que le principal facteur de coût, c'est tout ce qui va être dans la Chine continentale. Donc, je crois que c'était à peu près 60% de mémoire. 60% du coût de mon transport Xi'an-Lyon va être généré en Chine. Donc forcément, à la fois le port de Shanghai ou Ningbo et les ports européens vont avoir une part moins importante dans la décision d'achat en termes de coût. Ensuite, tout ce qui va être coût de passage portuaire va être éclaté entre différents services qui couvrent à la fois l'amanage, le pilotage, le terminal handling cost, donc tout ce qui va être manutention, les droits de port, etc. Et donc tout ça, c'est un petit peu atomisé. Et finalement, se battre sur les coûts, c'est se battre sur le epsilon, qui va parfois faire une différence, mais pas toujours. Quand il regarde après le lead time, finalement, il n'y a pas une énorme différence entre passer par Marseille, Anvers ou Le Havre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus rapide de faire un Shanghai-Le Havre que de faire un Shanghai-Marseille. Parce que souvent, on va avoir une ligne directe. Et donc, on gagne du temps. Et si vous allez à Marseille, il vous faut un transbordement, la plupart du temps. Donc, le transbordement, si vous êtes avec CMA, vous allez vous arrêter à Malte. Donc là, on est encore plus ou moins sur la route. Si vous êtes avec MSC, vous allez vous arrêter à Valence. Donc après, il faut que je transborde, que je revienne en arrière. Si vous êtes avec Maersk, vous allez plutôt vous arrêter à Gibraltar, donc soit à Algeciras, soit à Tanger Med. Après, il faut que je revienne encore plus en arrière. Donc là, on perd du temps. Et finalement, la plupart des grandes compagnies ont une ligne directe qui va vous amener au Havre. Donc en termes de temps, c'est plus rapide de passer, d'aller directement au Havre. Donc là, en termes d'attractivité, c'est intéressant. Et après, en termes de coût, le coût est légèrement moindre pour faire Marseille-Lyon que pour faire Le Havre-Lyon, mais le coût, il n'est pas si important que ça. Et donc, finalement, la décision, elle est sur justement ce rapport qualité-prix, où on va avoir un flux légèrement plus rapide pour aller à Marseille, pour aller en passant par Le Havre, légèrement plus court en passant par Le Havre, légèrement moins cher en passant par Marseille, mais finalement c'est sur des voyages qui vont durer 3 semaines, donc c'est pas une influence forte. Et donc quand on pense au coût, on a aussi le fait, comme je disais, qu'on a différents coûts, différents acteurs, et finalement, ce qui va être important, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que le port. Quand j'ai discuté avec tous ces acteurs portuaires, quand je discute avec PSA, ils sont opérateurs de terminaux. Quand je parle avec les gens du GPMH, c'est une autorité portuaire. Donc déjà, c'est pas le même acteur. Qu'est-ce qu'on entend par le port? Est-ce que le port, c'est l'autorité portuaire? Quelle est l'attractivité de l'autorité portuaire? C'est une question, je ne sais pas si elle a un grand intérêt. Quelle est l'attractivité du terminal? C'est vrai que quand on regarde les études académiques, en général, on regarde la compétitivité sur le terminal. Et c'est une compétition entre différents terminaux. Donc là, en l'occurrence, je parle beaucoup de terminaux de conteneurs. Parce que c'est ce qui va nous intéresser sur la rangée nord. Mais on a aussi d'autres acteurs qui vont être les transitaires et finalement les industriels. Parce que la question, c'est qui est finalement le client? Qu'est-ce qu'on veut attirer? Alors quand on parle aux autorités portuaires ou aux terminaux, ils disent mon client, et ça c'est clair pour eux, c'est la compagnie maritime. Et on sait que quand on a une ligne directe qui passe dans un port, on a une augmentation des flux quasi systématique. Mais c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'on veut avoir une ligne maritime directe, un armateur qui passe par chez nous, mais l'armateur il vient si on a du flux. Et on a du flux si l'armateur vient. Donc là, c'est vrai qu'on a l'intérêt de l'autorité portuaire qui va inciter. Mais dans le schéma que j'évoquais tout à l'heure, où on a
finalement un choix entre différents ports sur lesquels on ne va pas avoir une grande différence en termes de coût, de temps, etc. Et finalement, l'industriel, peu importe si son conteneur va passer par Marseille, Le Havre ou Anvers, du moment qu'il arrive à bon port et qu'il a l'ensemble du service. Donc le client, est-ce que ce ne serait pas plutôt le transitaire ? Mais le transitaire, parfois aussi, il est influencé par son industriel. L'industriel qui va dire je préfère passer, en l'occurrence, avoir une ligne directe si j'ai un reefer, donc un conteneur réfrigéré. Je préfère que ce soit une ligne directe parce qu'à chaque fois que j'ai un transbordement, je suis obligé de le débrancher et c'est pas toujours idéal pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a tous ces acteurs-là qui sont ensemble. Après, quand on parle de compétitivité ou d'attractivité des ports, on voit que l'autorité portuaire, elle est ici, mais les opérateurs de terminaux, en fait, on va en avoir qui sont, par exemple, au Havre et à Rotterdam. Donc, eux, ils sont positionnés sur plusieurs terminaux ou sur plusieurs ports qui sont concurrents. Les transitaires, c'est la même chose. On a des transitaires qui sont dans tous les pays de la rangée nord. Et puis, finalement, les industriels, c'est peut-être eux qu'il faut attirer. Et souvent, on sait que si on va avoir un flux captif, il faut attirer l'industriel dans l'interland proche. Parce que forcément, une fois qu'on a choisi, quand Safran est installé sur le port du Havre, forcément, dès qu'ils ont des exportations ou importations à faire de matières premières, ils vont passer par le port du Havre. Alors que si je suis en Picardie, je vais peut-être me poser plus la question. Donc on a cette question du client. Et finalement, l'attractivité, elle se fait plutôt au niveau de la communauté portuaire. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'acteurs qui va être ensemble et qui, si je peux dire, va tirer dans la même direction. Et c'est ce qu'on voit souvent quand on a des délégations internationales de ports. On a à la fois des opérateurs de terminaux, les gens de l'autorité portuaire et puis des acteurs privés aussi de la place. Et donc c'est là qu'on va avoir quelque chose d'important, c'est qu'il faut se dire on n'a pas forcément une action qui va être ciblée vers tel ou tel acteur, mais on a une action de réseau et c'est là que les schémas de recherche en gestion peuvent être intéressants. On se dit, finalement, on n'est pas sur du B2C, comme on le fait souvent, ou on a tendance à le faire, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. On va faire les 4P ou du marketing, des marketing mix, etc. Mais on va être sur des schémas plus complexes, où on va devoir se dire il faut une attractivité pour l'ensemble de la communauté portuaire, sachant que la communauté portuaire, sa définition, elle n'est pas toujours très claire. Est-ce que qui fait partie de la communauté portuaire en termes d'acteurs ? Donc déjà, est-ce que les douanes font partie de ma communauté portuaire ? Est-ce que certains transitaires, en effet, qui sont, dont le siège social est à Hambourg, font partie de ma communauté ici ? Alors on voit que, il y a des études, j'étais à une conférence à Kyoto il n'y a pas longtemps, et donc il y a une étude qui a été faite justement sur le range nord, où on disait le transitaire, en général, il a une propension à passer par le port national. Donc même si je suis un transitaire, il y avait l'exemple du côté de Amsterdam, je vais avoir un client qui est en Allemagne, au lieu de faire passer par Hambourg ou Brême, je vais avoir tendance à faire passer par le port national, donc par le port de Rotterdam. Donc déjà, on a une propension comme ça. Ensuite, de l'autre côté, sur mes industriels, quand le port du Havre va travailler avec des industriels qui sont, je sais pas, à Clermont-Ferrand, par exemple, est-ce que ces acteurs à Clermont-Ferrand font partie de ma communauté portuaire au Havre ? Donc là, on a une extension aussi des acteurs. Est-ce qu'on travaille avec eux ou pas ? Est-ce qu'on les inclut dans nos décisions stratégiques ? A priori, j'aurais envie de dire oui, parce que c'est dans le sens dans lequel on devrait aller. On a un exemple qui est intéressant en Afrique, où le port de Lomé, qui représente à peu près 80%, je crois, des recettes de l'État togolais, c'est la principale ressource, dans son conseil d'administration, il y a l'État du Burkina Faso. Donc j'ai un acteur important stratégique pour le pays,
et j'ai un autre pays qui est au conseil d'administration. Mais c'est parce que le Burkina, c'est un des principaux clients. J'ai un corridor qui va directement là-bas. Et en fait, les décisions qui sont prises au Burkina sont très importantes pour, pour le port de Lomé. Et le Burkina est dragué par d'autres ports à Abidjan, Dakar, etc. Donc l'extension de la communauté portuaire, qui fait partie de la communauté portuaire, c'est un des éléments importants. Et puis, c'est justement, il me semble, dans ce sens-là qu'il faut travailler. Et donc, le message un petit peu ici, c'est on est dans un domaine qui est plutôt B2B, et donc, on n'a pas forcément à aller chercher un client et à essayer de négocier quelque chose, mais c'est plutôt une réponse de réseau. Et ce qui est important, c'est l'ensemble du réseau et le résultat pour l'ensemble du réseau, et donc pour l'ensemble de ma communauté portuaire. Et donc, quand on regarde les ports normands, je suis parti un peu loin, je suis allé à Kyoto, à Lomé, etc., ce qui est un peu ma tendance. Quand on regarde les ports normands, le fait qu'on ait des clusters, qu'on ait à la fois un regroupement entre les différents ports, Rouen, Le Havre et puis Paris, finalement, qui est aussi la porte du marché, on est plutôt dans cette tendance de dire on va travailler ensemble et on parle de plus en plus de l'axe Seine et de comment développer l'axe Seine plutôt que de se tirer la bourre entre les différents acteurs. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette partie-là. Bonjour, le temps que la présentation se fasse, donc je vais me présenter rapidement. Jérôme Quillet, je suis... alors j'ai un parcours aujourd'hui au Havre où j'ai eu la chance, quand on s'adresse à des étudiants, de faire l'ISEL, d'avoir ensuite continué avec un master à l'IAE de Caen en gestion. Et ça m'a permis donc d'avoir des expériences professionnelles, une première assez marquée au développement économique du territoire Caux-Vallée de Seine, qui se situe entre Le Havre et Rouen, avec un sujet autour de la filière logistique. Voilà, comment on discute avec les logisticiens et comment on comprend leurs attentes et leurs besoins pour les capter et les faire rester sur un territoire, donc un territoire qui dispose d'un port qui s'appelle Radicatel Port Jérôme. Voilà, c'est le grand territoire connu. Maintenant, il y a d'autres zones d'activité connexes autour sur ce territoire Caux-Vallée de Seine qui, eux aussi, ont des prestataires de services et des partenaires en lien avec la logistique qui s'y implantent. Donc 5 ans au développement économique de ce territoire, à discuter de flux et de transport. Et ensuite, une expérience de 6 ans pour le port du Havre, qui est devenu ensuite Aropa, port du Havre, avec une double mission. La première, c'est celle de faire du développement ferroviaire, donc de regarder comment on peut aller toucher l'arrière-pays avec un autre mode de transport que la route. Voilà, donc ça, c'était un sujet avec la partie gestion qui ressort, parce que comme l'a dit Alexandre, c'est qu'il y a toujours les coûts qui reviennent, donc comment on arrive à faire une offre performante à la fois en temps mais surtout en coût. Ensuite, une autre expérience, c'est qu'on m'a proposé de gérer un nouvel outil qui se montait au port, qui s'appelle le poste de contrôle et de régulation des trafics. Voilà, il manque un S à trafic, enfin vous ne le voyez pas encore parce que c'est pas la bonne diapo. Pardon, perdu, c'est vrai que... La voici. Et donc le port du Havre est doté d'un outil qui s'appelle le PCRT, poste de régulation des trafics avec un S à trafic. Et ce pôle, en fait, a vocation, c'est de comprendre les déplacements des camions, des trains et des barges sur le port pour éviter les conflits de circulation. Voilà, et pour apporter de la fluidité sur ce port du Havre, voilà, et d'en faire d'ailleurs une image de marque, c'est de dire le Havre, port fluide, comme à l'époque où la ville du Havre était... en termes de mobilité pour les personnes, une ville fluide avec son tramway. Et voilà, comment se démarquer avec une image d'un port fluide versus des ports saturés, congestionnés, comme on peut le connaître dans certains ports de la Rangée Nord. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de me lancer un nouveau challenge, c'est que j'ai créé un tout jeune bureau d'études au Havre en transport et mobilité, à la fois des marchandises, parce qu'il y a ce sujet qui me concerne avec mes expériences depuis 10 ans maintenant,
sur le transport des marchandises, mais aussi la mobilité des personnes, parce que sur un port, on voit bien qu'il y a des parcours domicile-travail, des salariés, des VRP qui vont se déplacer sur la zone portuaire et sur l'Interland, et comment aussi on traite ce sujet de la mobilité au sens large. Voilà, donc un bureau d'études qui s'appelle l'Atelier des flux. Alors, un peu comme Alexandre, c'est qu'avant de vous parler de la Normandie, on va vous faire voyager. Donc moi, je vais vous emmener plutôt chez les Grands Bretons, parce que c'est toujours intéressant de comparer ce qui se fait ailleurs et de voir quelles sont les bonnes pratiques à prendre ailleurs avant de se positionner sur son territoire. Et pour vous donner aussi mon angle de vue, c'est que mon regard, il est tourné vers la Terre. Voilà. Tout à l'heure, Alexandre vous parlait des grands flux transcontinentaux. Moi, j'ai vraiment un regard qui commence au port et qui va vers l'Interland, ou réciproquement, des marchandises qui viennent de l'Interland pour partir à l'export. Mais à nouveau, mon périmètre va s'arrêter, en tout cas, au quai du port, entre les quais et l'usine. Donc c'est ce que vous voyez affiché, c'est que pour faire simple, j'ai séparé cette chaîne logistique en 3 grands maillons. Dans le sens import, on va considérer que le premier kilomètre, c'est la partie portuaire. Comment on arrive à charger un train, une barge ou un camion, bien sûr, pour qu'il fasse son parcours, avec toutes les étapes intermédiaires du chargement de cette marchandise sur le mode de transport principal, voilà, qui est représenté au centre. Et puis, lorsqu'on utilise un mode massifié, ferroviaire ou fluvial, à la différence de la route, c'est qu'il faut bien aller jusque chez le client. Et donc quand on utilise le fer ou la route, on a forcément une étape de manutention, c'est ce que vous voyez apparaître, pour recharger de toute façon un camion, souvent, à moins d'avoir la chance d'avoir un entrepôt qui soit en branchée ferroviaire, mais souvent on recharge un camion pour aller jusqu'à la destination finale. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le transport combiné, rail-route, fleuve-route, que je challenge au parcours de bout en bout routier, voilà, qui est pour moi mon concurrent quand on veut faire autre chose que du tout routier. Et je rejoins Alexandre sur le fait que l'objectif, c'est d'être bon en délai, mais surtout bon dans les coûts, parce que quand on a un opérateur routier qui prend la marchandise au quai, sur les ports, et qui l'amène directement au client, c'est un interlocuteur, c'est un coût, qui est connu, c'est une facture souvent d'ailleurs, et c'est de la simplicité, versus utiliser un mode massifié alternatif à la route, ferroviaire ou fluvial, où là bien sûr il faut prendre en compte les 2 ruptures de charge, ce qu'on appelle les 2 coups de pince, celle en amont, celle en aval, penser l'approche du conteneur, penser donc la desserte finale, et il faut savoir que ce coût-là, et on reviendra sur le sujet du marché Île-de-France, qui est un gros sujet, c'est à ce moment-là où on se rend compte que parfois le coût du dernier kilomètre peut être équivalent au coût de la somme des autres actions en amont. Donc gardez bien ça en tête. Ma vision, elle est bien tournée vers la Terre et avant tout vers l'Interland. Donc comme je vous l'ai dit, je souhaitais vous faire voyager un peu en Angleterre, et voilà une carte de ce qui se passe au Royaume-Uni, avec un focus particulier sur le port de Felixstowe, qui se situe sur la côte Est et qui est un port en fort développement. Moi, je regarde souvent les chiffres de 2012, parce que c'est à ce moment-là où j'ai fait du benchmark sur ce port, avec une activité qui était à peu près équivalente à l'activité du port du Havre, c'est-à-dire 2 500 000, 2 800 000 EVP par an traités en 2012. J'ai regardé les chiffres ce matin, ils sont à 4 millions aujourd'hui. Sur ces 2,8 millions, ils ont développé des plateformes ferroviaires et ils traitent sur l'Interland. À l'époque, c'était 1,5 million de conteneurs sur le train. Donc leur Interland était sensiblement équivalent à l'Interland du port du Havre. J'aurais dû commencer par ça, c'est-à-dire que sur les 2 500 000 EVP qui chutent au port, il y en a 1 800 000 qui repartent sur l'Interland. Voilà, chiffre de 2012 pour ce port. C'est à peu près la même chose pour les chiffres 2012 du port du Havre. Et sur ces 1 800 000 qui vont vers l'Interland, il y en a 500 000 qui vont par le train sur l'Interland. Alors qu'au port du Havre, en 2012, c'était 100 000 EVP sur le train. Aujourd'hui, Felixstowe, comme je vous l'ai dit, c'est 4 millions d'EVP par an.
si les chiffres sont bons des statistiques que j'ai collectées ce matin. Le développement du ferroviaire a poursuivi. Ils ont ouvert 3 terminaux. Donc les relations ferroviaires se sont lancées avec 3 opérateurs. Et aujourd'hui, ils atteignent 700 000 EVP sur les trains. Aujourd'hui, le port du Havre, c'est moins de 100 000 EVP sur les trains. Le port de Felixstowe, c'est 60 trains par jour. Le port du Havre, c'est 50 trains par semaine. Donc, tout est dimensionné autrement. La question, c'est de savoir comment ils en sont arrivés là. Et ce qui les a amenés à faire ça, c'est d'une part le marché, et là je rejoins aussi Alexandre, s'il n'y a pas de volume à mettre sur le train, s'il n'y a pas de volume à les livrer, et ça de manière concentrée, ça ne fonctionne pas. Donc le premier sujet, c'est quand même d'avoir un marché. Là, vous l'avez vu sur la carte, il y a Londres qui n'est pas très loin. On va revenir sur la diapo, mais vous avez des grandes villes comme Bristol, Birmingham, Liverpool, et ensuite on peut remonter vers le nord, mais voilà, le marché il est là sur l'Hinterland, il y a des grandes zones. Liverpool c'est connu pour les Beatles, mais c'est aussi connu pour l'industrie, donc il faut aller livrer la marchandise, ou en tout cas aller la rechercher. Donc en utilisant cet arrière-pays, on se rend compte qu'il y a bien un marché existant, et il faut le faire tourner, il faut l'alimenter. On l'alimente avec des services. Et je reviens sur la diapo des opérateurs. Aujourd'hui, en Angleterre, vous avez 3 grands opérateurs. Vous avez GB Rail Freight, Freightliner et DBS. DBS, aujourd'hui, vous entendrez plutôt parler de la Deutsche Bahn, qui a racheté pour moi cet opérateur. Mais voilà, vous avez 3 grands opérateurs pour transporter du fret. Et ces opérateurs-là ont développé une offre de service, mais aussi ont mis en place un business model bien particulier pour faire tourner cette offre de service sur, donc je reviens sur l'Hinterland qui est là, avec une configuration qui est particulière, parce que oui, la géographie est importante, Felixstowe est bien placé, l'Angleterre a des contraintes de transport, notamment routier, si on compare avec l'Hinterland du port du Havre ou de la France, en général, c'est que la France a un réseau de transport routier et autoroutier fortement développé, c'est un peu plus compliqué parfois en Angleterre, du coup les rails ont pu prendre aussi un peu plus d'essor et se développer plus facilement. Donc les opérateurs se sont appuyés sur ces infrastructures et cette géographie qui est un atout pour développer le ferroviaire, mais ils se sont aussi appuyés sur les infrastructures. Vous vous souvenez du schéma tout à l'heure, c'est que lorsqu'on fait du transport ferroviaire et quand on veut être présent sur l'Hinterland de manière efficace, il nous faut de bons outils. Et eux ont mis en place 3 plateformes, c'est les 3 photos que vous voyez sur la droite de l'écran, où ils ont commencé par une plateforme ferroviaire à l'arrière des terminaux, puis 2, et où ils ont ouvert, il y a de ça 3 ans, la dernière plateforme. Donc en utilisant cet outil de manutention industrielle, parce que là on est bien avec des plateformes qui sont composées de rails et de portiques, on peut industrialiser le processus et augmenter le nombre de mouvements, être performant, avoir de bonnes cadences, et donc, encore une fois, de mettre en place des coûts qui sont adaptés, en tout cas performants. Donc, en utilisant les infrastructures, en mettant en place une offre de service, en utilisant les outils présents, et notamment les outils de manutention, ils ont pu développer un business model particulier sur ce territoire, et d'être compétitif par rapport aux autres modes de transport. Le fluvial, on n'en parle pas, mais forcément, j'ai en tête le concurrent pour aller livrer la marchandise sur l'Hinterland anglais, c'est bien la route. Donc ils ont réussi à faire ça, et donc les chiffres, je vous les ai donnés. Quand on voit un port qui fait, à l'époque, qui visait donc le million d'EVP sur les rails, et aujourd'hui, si mes stats encore sont bonnes, c'est 910 000 EVP sur les trains chaque année. C'est conséquent et c'est ce qui aujourd'hui je pense attire pas mal de ports, en tout cas le port du Havre qui, comme je vous l'ai dit, fait moins de 100 000 EVP sur les rails et environ 200 000 EVP sur le fluvial. Donc la somme des 2 modes massifiés rail et fleuve au départ du port du Havre sont aujourd'hui en termes de volume inférieurs au trafic qui passe sur les rails de Felixstowe. Voilà, alors là aussi, on va reprendre de la hauteur. C'est que pour aujourd'hui, en tout cas en Europe, pour financer des infrastructures et des grandes infrastructures de transport, il faut être référencé sur cette carte du TEN-T, donc Réseau transeuropéen de transport.
ce qui permet de financer plus facilement les infrastructures. Et vous le voyez, pour la Normandie, on a la chance, c'est d'avoir un petit bout du trait jaune. D'ailleurs, à un moment sur ces cartes, il n'apparaissait pas. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de lobbying de la région, des ports, des agences d'urbanisme, enfin des acteurs qui sont là pour faire exister le territoire et pour que ce petit segment du Havre à Paris existe et permette, en tout cas aux infrastructures portuaires, de développer et de bénéficier de subventions. Des subventions, alors le trait, il ne donne pas la tendance du mode, hein, il est tourné vers tous les modes. Donc ça peut être du routier, du ferroviaire, du fluvial, du short sea, shipping. Il ne faut pas oublier, et c'est souvent évoqué dans DevPort, mais voilà, il y a aussi ce mode de transport qui permet de faire du cabotage ou du short sea entre les ports. Voilà, donc aujourd'hui, le mieux c'est d'être sur la carte, ça tombe bien. Le Havre y est, les ports de l'Axe Seine y sont, les autres ports normands, non. Et ça permet, cette position sur une carte européenne, ça permet de financer une infrastructure particulière qui est celle du projet Gisors-Serqueux, qui est, et je reste toujours sur l'angle ferroviaire, un des sujets pour développer les trafics, c'est d'avoir bien sûr des services qui tournent, des infrastructures au départ. Alors on a la chance en France d'avoir de très bonnes infrastructures ferroviaires. La difficulté, si on se recompare encore avec l'Angleterre, c'est qu'il y a toujours une question de priorité. Et en France, la priorité sur les rails, elle est donnée aux passagers et pas aux fret. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, si mes sources sont bonnes. Ce qui permet encore une fois de dire, voilà, si la priorité elle est donnée aux passagers, c'est très bien. Enfin, c'était difficile pour quelques personnes ce matin, si je me trompe bien, pas d'ailleurs. Mais en tout cas, pour le fret, ça veut dire qu'il doit passer après le passager et il doit aussi s'inscrire dans les problématiques de maintenance des infrastructures. Et on sait que la ligne historique, qui est en rouge sur la carte, hein, la ligne passant par Rouen-Mantes, elle est âgée, il faut l'entretenir, et il faut l'entretenir la nuit, souvent au moment où les trains de fret également circulent. D'où l'idée de développer une route alternative, celle que vous voyez en vert, et qui rejoint d'ailleurs une autre route qu'on voit un peu moins, le trait bleu qui passe par Amiens. Voilà, il ne faut pas l'oublier, cette troisième voie qui permet d'aller vers le nord. Merci Olivier. Mais en attendant, cet axe vert, on voit bien que c'est un axe qui permet de libérer de la capacité sur l'axe existant, enfin l'axe historique Rouen-Mantes, pour permettre de faire passer les trains, notamment du Havre, sur cette nouvelle voie. Donc ça libère de la capacité sur l'axe historique. Ça permet de faire passer plus facilement des trains de passagers, mais surtout, ça permet de libérer de la capacité pour faire passer les trains de Rouen, entre autres. Donc voilà un des sujets. L'inconvénient sur cet axe, au-delà du fait qu'à une période on a beaucoup parlé de Motteville-Buchy parce que cette voie-là n'existait pas, c'est une voie d'ailleurs qui n'est pas double, c'est une voie à sens unique. Donc lorsqu'un train est sur Motteville dans le sens Motteville-Buchy, un autre ne peut pas aller dans le sens Buchy-Motteville. Donc il faudrait peut-être un jour, mais ça c'est un sujet vraiment à la marge, mais d'améliorer la performance en mettant en place une voie de dépassement pour faire rentrer un train de chaque côté et de pouvoir se croiser au milieu. Mais néanmoins, il y a quand même l'axe qui existe aujourd'hui entre Motteville et Buchy. Le sujet, il est plutôt au niveau de Serqueux, où ça ne se voit pas très bien sur la carte, mais à Serqueux, vous avez une sorte de petit chapeau, accent circonflexe. Voilà, et un accent comme ça oblige à un train à faire ce qu'on appelle de faire passer la locomotive de la tête à la queue. Sauf que faire une manœuvre en voiture, vous l'imaginez bien, ça se fait bien. Hein, on fait un créneau en voiture, on sait tous le faire. En revanche, quand on a un train qui fait 700 mètres, de faire passer la locomotive en tête devant, ça prend du temps, c'est chronophage. Et pendant ce temps-là, effectivement, la marchandise, elle n'arrive pas aussi rapidement que si elle utilisait un mode beaucoup plus souple comme la route. Donc un des sujets importants, c'est de traiter ce point noir de Serqueux. Au-delà de ça, sur le projet, il y a le sujet de l'électrification de la ligne. Mais il faut savoir que quand on est dans le fret, pour avoir discuté avec pas mal d'opérateurs, anglais et français, et vous l'avez vu sur la diapo des anglais, c'est que souvent dans le fret, on aime bien des locomotives qui arrachent, si je puis me permettre le terme, des locomotives qui ont de la puissance, parce qu'on tire des trains qui font
1200 tonnes pour des trains de conteneurs, c'est léger. On a parfois des trains qui font 1800, 2000, 2200 tonnes. Et forcément, il faut que la locomotive derrière, elle suive. Et une bonne locomotive, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur cette diapo, qui sont des 66 000, comme les experts peuvent les appeler, là, ça arrache bien, en fait. Et quand il faut tirer 1800 tonnes, c'est mieux d'avoir une bonne locomotive et une diesel. Pour ça, ça marche bien. Donc, je ne fais pas la promotion du diesel, parce que dans un monde où forcément on vit demain à l'électrique, il n'empêche que quand on tire 1800 tonnes, à un moment, il faut savoir que, certes, ça émet un peu plus de CO2, mais il y a quand même cette question de la praticité pour les opérateurs. Et là, je me mets à la place de celui qui va offrir son service. Il lui faut une locomotive qui lui permette d'aller partout. Et partout, ça veut dire que même quand je vais à Clermont-Ferrand, que je pars du Havre et que je vais à Clermont-Ferrand, je sais que ma locomotive diesel, elle est capable d'aller jusque chez le client. Hop, je suis déjà à la conclusion. Je voulais revenir au début pour que vous ayez le schéma en tête, mais il faut savoir que ma locomotive, il faut qu'elle arrive jusque chez le client pour éviter d'avoir des ruptures de charge à nouveau. Donc je vous illustre mes propos. Si j'ai un conteneur qui part du Havre pour aller à Clermont-Ferrand, sur le schéma, vous l'avez vu, il va être mis sur un train, sur une barge ou sur un camion. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. Il va partir en ligne avec une locomotive, mais lorsqu'il va arriver à Clermont-Ferrand, il va arriver sur la gare ferroviaire de Gerzat, qui est la gare principale de triage. Et heureusement, la gare ferroviaire de Gerzat, elle est électrifiée. Donc là, c'est très bien, on peut y aller avec les deux modes, une locomotive thermique ou une locomotive électrique. En revanche, les logisticiens qui vont traiter la marchandise et donc qui vont la manutentionner pour la mettre soit sur un camion, soit directement sur leur terre-plein, parce que les terre-pleins sont directement à l'arrière des entrepôts, leur voie ferroviaire, à eux, elle n'est pas électrifiée. Donc il va falloir qu'ils se dotent d'un locotracteur pour pouvoir rapporter les wagons au fur et à mesure. Si j'étais venu en locomotive diesel, et par chance qu'il me reste encore du temps de conduite pour mon chauffeur, je peux demander à cette même locomotive qui a fait le parcours principal de faire la desserte terminale. Donc quand on est opérateur de transport, on pense à ça. On pense à comment je vais réellement faire le parcours de bout en bout, comment je vais m'enlever certaines contraintes. Et parfois, cette contrainte, ça oblige à utiliser des modes de transport, certes massifiés, donc c'est bien pour l'environnement, mais qui utilisent des moteurs thermiques, oui, mais à côté, qui vont me permettre de faire des économies d'échelle, parce que immobiliser un locotracteur toute l'année pour faire juste quelques manœuvres une fois par jour ou 2 fois par jour, c'est d'un point de vue économique pas acceptable. Et à côté de ça, bien sûr, il faut se doter des équipements, et ces opérateurs-là, soit ils ont des équipements pour faire de l'industriel, comme on l'a vu avec des portiques, on a la chance sur les ports d'avoir cette vision-là, mais il faut aussi se dire qu'un port intérieur, comme celui d'à côté de Gerzat, à Clermont-Ferrand, avant de tourner avec des portiques, il utilise parfois des outils de manutention qui sont beaucoup plus adaptés, mais beaucoup moins coûteux, comme des grues sur pneus, on appelle ça des reach stakers. Voilà. Et ça, bien sûr, le coût d'investissement est aussi moindre pour permettre à la chaîne globale de transport, donc l'ensemble des maillons qui vont opérer une action et qui vont coûter, que la somme de ces coûts soit équivalent ou inférieur au coût de la traction routière. Donc mon propos aujourd'hui, il n'est pas tourné vers donc le sujet de l'attractivité, il est plus tourné vers le sujet de l'efficacité des modes de transport, pour dire comment j'arrive à toucher mes clients de manière efficace et pour leur permettre d'avoir une offre de service qui leur corresponde. Alors là, vous l'avez vu, une offre de service qui soit alternative à la route. Mais si on touche au sujet sensible de l'Île-de-France en parlant des ports normands, comment j'offre une offre de service à mes clients qui vont passer par le Havre pour aller jusqu'à l'Île-de-France en étant là aussi performant et efficace, sachant que l'Île-de-France est un gros marché. J'aurais dû vous mettre la carte, mais je vais vous le dire, voilà, et vous allez me croire sur parole, c'est source GPMH. Le marché Île-de-France, c'est 1 million à 1 200 000 EVP par an, voilà, dans le périmètre direct. Si on fait un cercle un peu plus grand de
dans ce bassin de consommation, pardon, c'est 12 millions de consommateurs. Si on fait un cercle un peu plus grand de 100 km, on voit que c'est 60 millions de consommateurs. Donc oui, il y a un intérêt à aller toucher l'Île-de-France. Et donc chaque année, c'est 1 million ou 1 200 000 EVP par an qui sont acheminés sur l'Île-de-France. Et environ 40%, ou je devrais dire seulement 40%, passent par les ports de l'Axe Seine et les ports normands. Le reste de ces 40%, c'est 40% par les ports du Benelux et les 20% restants par Dunkerque et Lyon-Marseille. Voilà, pour faire simple. Mais vous voyez qu'il y a une possibilité forte, en tout cas, demain, de faire du port shift, c'est-à-dire d'aller capter des parts modales des ports du Benelux, ces 40% que eux disposent aujourd'hui pour aller livrer l'Île-de-France, de dire ben non, je vais concurrencer ces gens, je vais être chauvin, mais on est là pour parler de la Normandie, comment on rend attractive la Normandie, d'aller capter leur part de marché pour alimenter l'Île-de-France et faire que demain, les ports de l'Axe Seine ne représentent pas 40%, mais 50, 60, 80% du trafic. Et en phase d'utiliser les modes alternatifs à la route pour aller livrer cette masse de conteneurs, donc de faire au-delà du port shift, de faire du modal shift, donc de faire du report de transport vers les modes massifiés. Est-ce que j'ai fait le tour? Je vais conclure. Mais voilà, pour résumer mon propos, en conclusion, c'est que pour réussir et développer une offre de transport, c'est ça de jouer avec les diapositives, la première des choses, et je rejoins Alexandre, c'est qu'il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des volumes. Je pense qu'on est plusieurs aujourd'hui à être d'accord là-dessus. C'est si vous n'avez pas de volume, vous ne pouvez pas faire une offre de transport. Et donc c'est bien la base de tout. Il nous faut du trafic. Ce trafic-là, il va derrière intéresser des opérateurs qui vont pouvoir développer une offre de transport. Au début, une offre de transport routière, et ensuite d'autres offres de transport alternatives utilisant les modes massifiés, ferroviaires ou fluviaux par exemple. Le short-sea, comme je l'ai proposé, je l'ai évoqué, avec derrière un business model qui tient la route. Et il me faudrait encore 2 heures pour évoquer par exemple le business model développé par les opérateurs du ferroviaire en Grande-Bretagne, parce qu'eux aussi ont un business model bien particulier qui sort du business model français, enfin des opérateurs français. Et une dernière chose, et encore une fois, je vais redire ce qu'Alexandre a dit, c'est qu'il faut un réseau de partenaires, mais je vais aller plus loin là-dedans. C'est pas juste un réseau de partenaires en disant j'ai un manutentionnaire, j'ai un opérateur de transport, j'ai une plateforme sèche, enfin un port intérieur. Au-delà de ça, c'est un réseau de personnes, c'est des gens derrière qui s'entendent bien. Et si on fait encore une fois un parallèle, c'est que j'ai apprécié aller plusieurs fois à Rotterdam et aux Pays-Bas, et de me rendre compte que là, je rencontrais des partenaires routiers, des partenaires fluviaux, des opérateurs de manutention sur les plateformes intérieures, qui en fait se connaissaient parfaitement, faisaient du business ensemble, ils étaient là pour gagner de l'argent ensemble, certains en gagnaient plus que d'autres, mais en tout cas, leur philosophie, c'était bien de dire, il faut qu'on en gagne tous. Parce que je sais que si demain, j'ai un de mes partenaires qui ne gagne pas d'argent, je vais perdre ce partenaire-là, et donc je vais faire tomber toute la ligne à l'avantage d'autres concurrents. Donc c'est bien un travail de réseau, de partenariat, de complémentarité entre les acteurs, entre les hommes qui sont sur ce réseau, en tout cas sur le réseau normand. Donc si j'ai une recommandation à faire pour demain, je pense que les volumes, on en a, on peut en avoir plus. Des offres de services, on en a. De nouveaux business models pourraient être développés s'il y avait un peu plus de volume, voilà, et on pourrait faire des parallèles avec les business models des Grands Bretons, qui se rapprochent d'ailleurs des business models développés dans l'aviation, dans le transport par avion, avec des hubs et du surbooking, pour faire simple. Et parce que ça peut être acceptable de faire du surbooking pour le fret. Ça l'est moins pour les passagers, mais le fret ne dit jamais rien. Ce sont les clients et les chargeurs qui disent quelque chose derrière. Et surtout, pour que ça marche bien, un fonctionnement en réseau avec des partenaires qui se connaissent et qui travaillent ensemble et qui gagnent de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer et qu'on développe des offres. Bien, merci. Donc merci pour cette intervention. Deuxième intervention prévue sur les 4 prévues ce matin, mais il n'y en aura que 3. Donc
David Guerrero de Livestar, et il doit être au Havre, donc il est en train de chercher la salle. Donc deux solutions possibles, soit l'attendre, soit éventuellement prendre quelques questions de la salle. Donc est-ce que tu peux te passer ou deux intervenants. Oui, bonjour, Vincent Breteau. Donc je suis directeur général adjoint des services de la région Normandie, en charge des transports et de l'aménagement du territoire. Je vous remercie pour ces deux présentations qui étaient très, très intéressantes. Moi, j'ai quelques questions parce que, comme vous le savez peut-être, enfin vous sûrement d'ailleurs, la région mène un certain nombre de réflexions en ce moment sur ce sujet portuaire des ports de l'axe Seine. On se pose un certain nombre de questions, mais il y en a une qui revient assez fréquemment et qui est en fait revenue même assez directement dans vos propos, qui est celle de la région parisienne, de l'importance de cette région parisienne. Ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas un peu tendance, en Normandie, en France peut-être d'ailleurs, à une certaine myopie qui consiste certes à constater le poids de la région parisienne, c'est un fait, mais à ne voir cette région parisienne que comme la destination finale de nos ports de l'axe Seine, le but ultime, le Graal, là où on peut prendre des parts de marché à nos concurrents. Justement, nos concurrents, Anvers, Rotterdam, etc., ils ne sont pas arrêtés à la frontière, quoi. Ils ont justement été prendre des parts de marché chez nous. Et partout ailleurs, d'ailleurs, en Europe. Et donc nous, le fait qu'on soit constamment en train de dire il faut aller à Paris, il y a le marché, il y a les volumes, etc. Mais est-ce que là, on se tire pas directement une balle dans le pied, quoi. Voilà. Alors je sais, non, mais évidemment qu'il faut y aller à Paris, mais par ailleurs, je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la question de East Flows, enfin d'aller vers l'Est, etc. C'est évidemment un sujet majeur, mais là aussi, ça nécessite d'aller plus loin que Paris, hein, au passage. Donc il faut bien changer de manière de penser. Et par ailleurs, d'ailleurs, j'avais plus en tête ce petit détail, mais sur le RTET, on a effectivement gagné ce petit barreau entre Le Havre et Paris. Est-ce que, à votre avis, il ne serait pas intéressant également de récupérer un deuxième petit barreau qui serait permettant d'aller vers le sud, c'est-à-dire de compléter ce grand itinéraire jaune là, qui est est-ouest et qui descend vers le sud-ouest? Parce que tel que c'est fait aujourd'hui, la seule manière d'obtenir des financements européens pour aller du Havre, Rouen, vers le sud-ouest, vers la péninsule ibérique, c'est de passer par Paris. Et on sait que c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que, on le sait aussi, la région Île-de-France, aujourd'hui, sur le ferroviaire, est très fermée. Les débats sur Serqueux-Gisors en sont la preuve. Voilà, donc ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, sachant que ce ne sera pas forcément facile, mais on entre dans une phase de négociation avec l'Union européenne sur l'évolution de ce RTET dans le cadre de nouvelles politiques de cohésion post-2020. Et j'ai juste une dernière toute petite question sur ce sujet-là. Ce que vous avez dit sur Serqueux-Gisors, vous pensez que du coup on n'aurait pas dû électrifier la ligne? Merci. Merci pour la question. Enfin, effectivement, il y a plein de sujets que vous avez sélectionnés et qui sont d'un haut niveau. Alors, l'Île-de-France, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur ce regard parce qu'il y a un marché. Mais je vous rejoins sur un truc, et je pense qu'avec Alexandre, on était d'accord, parce qu'on a cité, et on n'était pas raccord sur Clermont-Ferrand. Mais ce site de Clermont-Ferrand, moi j'apprécie beaucoup Clermont-Ferrand parce que j'ai travaillé en 2012 sur le réamorçage de cette ligne ferroviaire. Parce qu'elle existait, elle a été rompue en tout cas en ferroviaire parce qu'il y a un deuxième opérateur qui est venu et les deux opérateurs se sont tués. Voilà, donc il n'y a plus assez de volume pour mettre les deux et donc ça devient plus rentable. Et donc on a relancé l'offre et en plus de ça, entre-temps, il y a un truc qui était apparu, c'était les opérateurs ferroviaires de proximité avec en tout cas un qui s'était développé là-bas. Et voilà, ça permet en tout cas de faire du dialogue avec des gens qui ont envie de relancer le fret ferroviaire. Et une particularité pour Clermont-Ferrand, c'est qu'on a la chance d'avoir des flux équilibrés dans les deux sens.
Et donc, mon propos, c'est de dire, voilà, ça fonctionne parce qu'il y a des flux import, il y a des flux export. Et souvent, d'ailleurs, quand on fait du ferroviaire, c'est qu'on recherche de l'export. Et si on va plus loin et qu'on veut aller maintenant aller chercher un hinterland beaucoup plus loin, donc se rapprocher des frontières, voire même les dépasser pour aller dans le sud de l'Allemagne, le sud de la Suisse, le nord de l'Allemagne, il faut pour ça trouver du fret dans les deux sens et trouver les bassins qui vont permettre d'apporter des volumes. Et l'idéal, c'est d'avoir des volumes dans les deux sens. Et souvent, souvent on se rend compte qu'on a des flux à l'import, donc les trains sont bien chargés dans un sens, mais très peu dans l'autre. Et alors, je parle beaucoup des trains parce que pour aller chercher de la marchandise loin, le mieux, c'est d'utiliser le ferroviaire. Les camions ont aussi une pertinence, mais à condition de mettre en place, là aussi, un flux retour pour faire, ou une triangulaire, parce que les camions peuvent faire de la triangulaire. Ouais, je te laisserai développer si tu veux. Mais voilà, l'idée, et je suis d'accord avec vous, Vincent, sur le sujet que il n'y a pas que Paris, il y a bien tout l'arrière-pays, à condition d'identifier des pôles, des pôles industriels, des pôles logistiques intérieurs, où on va réussir à trouver du fret retour. Voilà. On pourra discuter par exemple de Lille, où Lille est vraiment un lieu où il y a quelque chose à faire. Maintenant, il y a une concurrence de nos amis du Nord. Mais je veux bien continuer à en discuter. Avant, juste sur le sujet de la carte, je ne répondrai pas sur l'électrification si vous êtes d'accord. C'est un sujet un peu tabou, mais c'est un sujet coûteux. Est-ce que c'est nécessaire d'engager des coûts? Je crois que j'ai répondu, tout compte fait. Sur le TNT, il y a un truc qui agace les gens de l'association du short sea shipping, dont le nom m'échappe, mais il y a une association, le bureau BP2S, merci. C'est que cette carte, elle est toujours terrestre. Or, il y a bien des flux qui passent par la mer. Et pour irriguer la péninsule ibérique, d'ailleurs, je crois que des compagnies comme Brittany Ferries le font. Au départ de Roscoff, ils vont vers l'Irlande, ils redescendent vers Santander. Enfin, oui, il y a possibilité de le faire. Et donc, la voie le plus simple, je pense aussi, c'est d'utiliser la voie maritime ou fluvio-maritime, qui évite, en tout cas pour la partie terrestre, et si on ne veut pas faire que du routier, d'avoir à passer par l'Île-de-France, parce que, vous le confirmez, aujourd'hui l'Île-de-France c'est le point de passage des trains. 80%, voire 90% des trains qui quittent Le Havre passent par Paris pour rejoindre leur destination finale. Donc il y a cette concentration, ce passage par Paris. Éventuellement, ils peuvent passer par Amiens. Il faut savoir que le train qui fait Clermont-Ferrand-Le Havre utilise la voie, la ligne bleue que vous voyez tout à l'heure, parce qu'ils ont le temps, c'est la nuit. Et parfois, on peut se permettre avec le train aussi de prendre son temps, tout en restant dans des lead time, des temps de livraison acceptables. Mais voilà, ne pas oublier ce passage par la mer. Et la carte du réseau transeuropéen de network, de transport, pardon, elle oublie un peu cette vision du short sea. Bonjour à tous. Donc David Guerrero, chercheur à l'IFSAR. Excusez-moi d'arriver comme ça en plein milieu de la table ronde, quasiment fini. Bon, colis suspect à Saint-Lazare, donc je n'avais pas trop la main là-dessus. Et alors, j'étais sollicité pour venir à cette table ronde en début de semaine. Donc, j'ai remplacé un autre intervenant qui n'a pas pu se déplacer. Ceci dit, j'ai peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Et ces choses-là qui pourraient vous intéresser, ça parle de l'organisation des armateurs sur les trades Range Nord-Asie. Donc, avec deux étudiants, j'ai travaillé sur le point de vue des chargeurs et le point de vue des transitaires sur les impacts des transformations du transport maritime et notamment l'impact de l'introduction des très grands navires porte-conteneurs et des alliances entre armateurs sur le service qui est proposé au départ des ports de la Range Nord. Alors, donc, tout d'abord, je tiens à remercier aux étudiants qui ont participé à cette étude et avec lesquels je suis toujours en train de travailler sur ce sujet. Donc, on est en train de préparer un article sur ces sujets-là, sur les impacts, disons, de ces transformations du transport maritime sur des ports
qui ne sont pas, disons, comment dire, Le Havre n'est pas un port secondaire, mais c'est un port qui n'est pas au sommet de la hiérarchie portuaire européenne. Et donc, les enjeux du Havre ne sont pas, à notre sens, ne sont pas les mêmes de Anvers ou Rotterdam. Donc, voilà, l'idée, c'est au niveau mondial, repérer des ports comme Le Havre qui sont dans cette situation-là, dans lesquels le seuil de trafic, le potentiel d'Interland n'est pas, met en question un peu les escales directes pour des très gros navires porte-conteneurs. Alors, donc, la perspective qu'on a choisie, c'est celle des chargeurs et non pas tant des transporteurs maritimes ou des autorités portuaires. Donc, l'idée étant de voir dans quelle mesure le fait qu'on ait moins de fréquences, qu'on ait des plus gros navires, qu'on ait des boucles plus longues, cela impacte l'activité des chargeurs, de leurs fournisseurs, de leurs clients. Comment est-ce que cela... quelles sont les répercussions pour eux? Et on a étudié cela à travers des transitaires. Donc d'abord, je vais vous parler de quelques éléments généraux sur la conteneurisation et les alliances. Je risque de me répéter peut-être par rapport à des choses qui ont déjà été dites par d'autres intervenants de la table ronde. Donc je m'excuse par avance pour les redites et peut-être pour des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à ce qui a déjà été dit. Mais voilà, en arrivant comme ça, c'est pas évident. Après, quelques éléments sur le contexte français. Et puis ensuite, des choses un peu plus spécifiques par rapport à notre recherche sur les traits d'Europe-Asie et les cas spécifiques du Havre. Alors bon, peut-être les choses que je vais vous dire ici sont un peu trop générales. Ce sont peut-être des choses que vous connaissez déjà. Donc, disons que la conteneurisation, depuis une trentaine, quarantaine d'années, a renforcé les écarts entre des ports disons, au sommet de la hiérarchie et des ports plus petits. Et pourquoi? Parce que la conteneurisation a permis des économies d'échelle considérables au niveau des activités de manutention et des transports maritimes. Alors, durant la dernière décennie, ces écarts se sont particulièrement accentués. Donc, la taille moyenne des porte-conteneurs a plus que doublé, donc entre 2007 et 2017, pour le trade Europe-Asie. Et puis, il y a une forte concentration des compagnies maritimes, que ce soit par des mouvements de fusion-acquisition, mais aussi par des alliances. Puis, il y a certains qui disparaissent, qui ont fait faillite, comme le cas d'Engine récemment. Donc, cela met les autorités portuaires et tous les autres acteurs de la supply chain dans une situation de relative faiblesse. Ils perdent du pouvoir de négociation face à ces armateurs. Alors, des ports comme Le Havre, se pose la question, est-ce qu'à terme, ils seront desservis par ces grands navires porte-conteneurs ou est-ce qu'ils auront tendance à être fidélisés, du moins pour les traits d'Europe-Asie dans lesquels les plus grands navires porte-conteneurs sont déployés. Alors, pour nous, et peut-être vous penserez que c'est un peu pessimiste de notre côté, mais nous, on pense que dans un horizon plus ou moins long, cela va se produire. Mais on ne peut pas déterminer quel est cet horizon temporel, si ça va être dans un horizon de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Donc la conteneurisation, c'est quelque chose de relativement jeune. Donc les ports américains, les ports européens, ils ont été pionniers dans la conteneurisation. Donc ce que vous voyez sur cette carte-là, les ports en bleu, c'est les ports qui étaient pionniers de la conteneurisation dans les années 70. Et puis, les ports jaunes et rouges, ce sont des ports qui ont vécu leur apogée dans des périodes postérieures. Notamment, les ports qui sont en rouge, qui sont pour la plupart situés en Asie, ce sont des ports qui ont vécu leur apogée à partir des années 90-2000. Donc, finalement, dans la conteneurisation, la hiérarchie entre les ports, c'est quelque chose qui est resté un peu stable pour le sommet, mais il y a eu aussi des changements importants. Et il n'est pas exclu que dans les années à venir, il y ait encore des changements importants. Alors bon, ça c'était au niveau de la concentration des ports. Donc ce qui montre ces graphiques-là, notamment le premier, celui qui est à gauche, qui compare les nombres de ports et les trafics. Donc ce qui nous montre, c'est que
pendant une époque, notamment dans les années 70-80, il y a un fort mouvement de concentration des trafics, c'est-à-dire un même nombre de ports concentrés de plus en plus de trafic. Et puis, à partir des années 90, il y a eu une certaine stabilisation, c'est-à-dire cette histoire des économies d'échelle que je vous racontais tout à l'heure pour les ports à conteneurs, ça se tasse. Quelque part, il y a aussi des déséconomies d'échelle, il y a des ports qui arrivent à congestion, et donc cela profite aussi à des ports qui ne sont pas au premier rang. Mais ceci dit, vous voyez que le niveau de concentration reste assez fort, il n'a pas beaucoup baissé depuis les années 90, et il est probable, si on prenait cet indice de concentration pour les trades dans lesquels on utilise les plus gros navires, il est probable qu'il augmente également. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation des très grands navires porte-conteneurs, pour rendre ces escales rentables et pour que les navires passent le plus de temps possible en mer et ils soient utilisés au maximum, il est probable que le nombre d'escales soit réduit, donc que ça mette en question les escales dans certains ports comme le Havre, pour lesquels le seuil minimum de rentabilité peut être difficilement atteint. Alors ici, je reprends une slide d'un collègue, Théo Noteboom, en Belge, donc, qui montrait en fait comment ont évolué les alliances entre compagnies sur les 10 dernières années. Alors, bon, vous récupérez ces slides, mes slides, vous pourrez regarder les détails, mais ce qui est intéressant de voir là, c'est que, disons que ces alliances stratégiques entre compagnies maritimes, c'est quelque chose pour les conteneurs d'assez récent, c'est milieu des années 90, et donc cela s'est produit à un moment clé, un moment stratégique. C'était le moment où on introduisait des navires post-Panamax, c'est-à-dire c'était un saut d'échelle dans les transports maritimes conteneurisés. Et comme par hasard, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau mouvement d'alliance entre compagnies qui est en très grande partie motivé par l'introduction à nouveau des très grands navires porte-conteneurs. Donc vous voyez qu'il y a un lien évident, il y a un lien très fort entre l'investissement très important qui est nécessaire pour des très grands navires porte-conteneurs et le fait que les compagnies, afin de réduire l'incertitude, afin de réduire les risques, elles se regroupent entre elles. Donc il y a plusieurs raisons de se mettre en alliance. Donc l'idée c'est d'atteindre une masse critique, donc qu'elles ne pourraient pas atteindre individuellement. Ça leur permet d'avoir accès à des nouveaux marchés via leurs partenaires, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc le fait d'appartenir à une alliance, on peut à travers ces partenaires pouvoir vendre des services à ces destinations-là. Et c'est aussi, et c'est lié au premier facteur, atteindre une taille globale, c'est-à-dire proposer quasiment tout ce que fait Maersk aujourd'hui, ce que Maersk faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus d'armateurs peuvent le proposer dans le cadre des alliances. Et puis, optimiser la gestion de leur flotte, c'est-à-dire on utilise les navires qui conviennent, enfin, dont la taille est la plus adaptée à chacun des trades. Ceci dit, comme vous le savez, très probablement, l'introduction des très grands navires porte-conteneurs sur la route, sur les routes est-ouest, ce qui fait, c'est provoquer un effet de cascade sur les autres routes dans lesquelles on répercute des navires qui sont aussi très gros, qui étaient anciennement utilisés sur les trades est-ouest. Et c'est là, quand même, ce sont des tailles trop grandes pour la plupart de ces autres trades. Donc, disons que la taille optimale des porte-conteneurs pour les trades Europe-Asie ne fait pas nécessairement la taille optimale pour les autres trades. Donc, il y a des études récentes, notamment Michele Acciaro et d'autres collègues de l'université Kuné Logistics d'Hambourg qui ont travaillé sur cette question de la taille optimale des navires sur les différents trades. Ce qu'ils expliquent, c'est que, disons que les navires à 20 000 boîtes sont optimaux, ils peuvent être utilisés de façon rentable sur les trades Europe-Asie, mais des navires très gros qui sont utilisés dans les autres trades ne le sont pas. Donc finalement, si on regarde l'optimalité de la taille des navires sur l'ensemble du réseau maritime, ce n'est pas à gagner. C'est quelque chose l'introduction de ces gros navires porte-conteneurs, même si elle est censée être augmenter la rentabilité des armateurs, ce n'est pas dans tous les cas, ça ne marche pas dans tous les cas.
Et puis, last but not least, c'est quand même très important, c'est le partage des risques lorsqu'on investit dans des navires qui valent plusieurs centaines de millions d'euros. Il est très important de pouvoir les rentabiliser. Et donc, ensemble, on peut d'une part limiter les baisses des prix, que c'est quand même quelque chose de très important. Les alliances, c'est une façon de limiter la concurrence entre armateurs et donc, du coup, avoir un pouvoir de marché plus important. Et cela, logiquement, diminue les risques. Alors, ça, c'est comparaison, donc encore 2006-2015. Donc, les trafics à conteneurs dans les ports de la rangée nord. Donc, c'est une rangée nord un peu élargie à tout le nord-ouest européen. Et là, vous voyez la position des deux ports français de la rangée nord. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au niveau des trafics, peut-être deuxième, troisième seuil, si on choisit les seuils naturels. Mais vous voyez que dans cette hiérarchie, Rotterdam, Hambourg, Anvers sont vraiment au tout premier rang. Il y aurait peut-être un deuxième niveau avec Bremerhaven et Felixstowe. Et puis, les seuils naturels nous pousseraient ensuite vers les Havres. Donc, et pour Dunkerque, vous voyez que c'est vraiment très, 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 très loin. Donc, et ça, je reprends un peu des vieilles études que j'avais menées dans le cadre de ma thèse, il y a déjà bientôt 7-8 ans. Et donc là, on s'était intéressé aux spécialisations géographiques des ports qui servent la France. Et donc, dans le graphique à gauche, vous avez les importations en valeur. Dans les graphiques à droite, vous avez les exportations en valeur. Donc, c'est des données sur les échanges bilatéraux qui ont été agrégés par zone géographique. Et donc, ce qui est en ligne, ce sont les ports, donc Marseille, Le Havre, les ports de la rangée nord, Dunkerque, etc. Et puis, ce que vous avez en colonne, c'est les différentes grandes régions du monde. La première, c'est Europe-Afrique, qui serait le Fort-Land proche, ou la région maritime proche de l'Europe. La deuxième, je pense, c'était Afrique du Sud. Troisième, Golfe. Enfin, les dernières colonnes, c'est Amérique. Et celle du milieu, c'est l'Asie. Alors, ce qui montre ces graphiques-là, c'est que finalement, si on retient la plupart des ports qui manutentionnent le commerce international de la France, la plupart d'entre eux les font pour des flux très spécifiques. C'est beaucoup d'Afrique, c'est beaucoup d'Europe, c'est beaucoup de Méditerranée. Alors, si on veut avoir des destinations un peu plus exotiques, il n'y a qu'un nombre très réduit de ports. Le Havre et les ports étrangers de la rangée nord, donc Anvers et Rotterdam, manutentionnent l'essentiel des flux pour toutes les autres régions du monde, et notamment Asie de l'Est et Amérique. Donc ça, c'est quand même une preuve importante de comment la conteneurisation a créé des clivages entre des ports grands et des ports petits. Il y a une quarantaine d'années, il était encore très commun que des ports comme Dunkerque, des ports comme Nantes, comme Bordeaux, aient des liaisons régulières avec l'Asie, avec l'Amérique, parce que voilà, ces questions d'économie d'échelle n'étaient pas aussi importantes qu'elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est très concentré sur quelques ports à conteneurs globaux. Et vous voyez que les écarts continuent à se creuser entre les grands et les petits. Donc, Dunkerque a été beaucoup éjecté de cette course. Marseille risque de l'être à terme. Et puis, on ne sait pas encore à quel horizon, mais Le Havre, il est fort probable également qu'il soit moins desservi directement, du moins pour le trafic avec l'Asie. Donc, bon, ça, c'est des choses que vous connaissez. Donc, c'est l'Interland du port du Havre, qui serait la partie verte. Donc là, on a pris toutes les marchandises confondues, pas seulement les marchandises conteneurisées, mais ce sont des produits manufacturés. Et donc là, vous voyez que le Havre couvre une bonne moitié de la France, mais que voilà, il y a un flanc nord et est, et un flanc sud et sud-est, qui sont bien couverts par Marseille et d'autre part par le port du Nord. Alors il se trouve que cette carte, vous voyez, tous les départements font une surface importante, mais en réalité, il y a des départements qui créent beaucoup plus de flux que d'autres, et ça, vous le savez bien. Et donc avoir l'Alsace, la Lorraine et le Nord, c'est quand même parmi les régions qui créent les plus de flux en France. Donc disons que
les ports du Nord et Anvers notamment a une part de marché importante en France. Alors, pour les cas spécifiques des connexions avec l'Asie, donc ce que j'ai voulu vous montrer, c'est quelques éléments factuels qu'on a tirés des annuaires avec les connexions maritimes. Et donc, entre 2007 et 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, aux premières colonnes du tableau, c'est plus grand navire. Donc là, vous voyez, on est passé d'une moyenne pour ces liaisons-là, des 7 000 conteneurs, on est passé à 15 000 conteneurs, donc ce qui est 15 000, 16 000 conteneurs de capacité. Donc vous imaginez la taille du navire, les contraintes de manutention de ces navires-là changent beaucoup. D'autre part, on a eu une crise qui s'est ajoutée, on a eu le slow steaming, qui est aussi un moyen pour les armateurs d'être un tout petit peu moins sensibles à la hausse des prix du pétrole, et donc qui s'est justifié pendant longtemps, ces slow steaming. Maintenant, un peu moins, parce que le pétrole n'est pas cher. Et donc, la longueur des voyages a beaucoup augmenté. Disons qu'une boucle entre l'Europe et l'Asie durait 2 mois en 2007, en moyenne. Il est passé en 2017 à presque 3 mois. On est à 81 jours. Vous voyez également, et ça c'est intéressant parce que c'est un peu spécifiquement au contexte des crises qu'on a vécues ces dernières années, que le nombre d'escales était des 12 en 2007, donc relativement, les services ils traçaient, donc ils allaient assez vite, et en plus ils s'arrêtaient dans très peu de ports. Donc on est passé à 15 escales, donc c'est qui est un changement considérable, parce que vous imaginez, en utilisant des bateaux plus grands, qui normalement les armateurs voudraient les faire travailler le plus possible, donc les arrêter le moins possible dans des petits ports, ben, ce qui se passe, c'est un peu l'inverse. On les arrêtait davantage. Mais ceci dit, il est quasiment sûr que ça ne soit pas la tendance pour les prochaines années, parce que les armateurs se sont retrouvés avec des crises qu'ils n'avaient pas tellement prévues, et notamment une crise de surcapacité qui leur a obligé à s'arrêter dans beaucoup de ports afin de bien remplir leurs navires. Il est fort possible que lorsque la demande reprendra, il y aura assez de business, assez de flux dans moins de ports, enfin en tout cas dans quelques grands ports, pour qu'ils puissent remplir leurs navires et du coup ils soient moins contraints de s'arrêter dans des ports dans lesquels vous voyez cette seuil minimal d'efficacité est difficilement atteint. Et puis vous voyez que pour le nombre de navires, donc logiquement si les boucles sont plus longues et il y a plus d'escales, donc il faut plus de navires pour pouvoir garantir un service hebdomadaire. Donc bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour les havres, dans les connexions avec l'Asie, donc celles qui touchent le port de Shanghai, on avait 6 services en 2007, on est passé à 7 services en 2012, et ensuite en 2017, on n'a plus que 5 services. Alors, et la tendance, ça va être encore à se réduire, donc d'après les données des collègues du premier semestre 2017 qui montrent qu'on n'est plus qu'à 4 services. Et donc, vous voyez que dans les autres ports, et notamment Rotterdam, Anvers et Hambourg, il y a eu également une baisse des services. C'est logique, parce qu'on peut porter, avec le même nombre de navires, on peut porter beaucoup plus de conteneurs. Ben, en fait, la baisse était moins prononcée à Rotterdam, et à Anvers, ça a même augmenté. Vous voyez que Zeebrugge, entre Zeebrugge et Anvers, vous voyez bien qu'il y a un petit jeu. Et donc, Zeebrugge, il était au niveau du Havre, non, il n'était pas au niveau du Havre, mais il était à niveau des 4 services en 2012, et puis il les perd quasiment tous en 2017. Bon, peut-être ça change dans les prochaines années. Celui qui a vu le nombre de services augmenter, c'est Anvers. Donc, en gros, pour résumer, diminution du nombre de navires, du nombre de services hebdomadaires, augmentation de la durée des boucles, augmentation du nombre d'escales par boucle, et c'est là, je vous dis, ça risque de changer dans les années qui viennent, et augmentation du nombre de navires par service. Donc, les seuls ports qui perdent des services entre 2007 et 2017, c'est Le Havre et Zeebrugge, donc particulièrement ces derniers, mais la situation n'est pas si spécifique pour la dernière période, entre 2012 et 2017, donc tout le monde souffre. Donc, disons que la qualité de la desserte maritime des ports se détériore partout, entre 2012 et 2017, à l'exception d'Anvers ou quelques rares exceptions. Donc, cette histoire des gros navires, pour les ports, pour les chargeurs, enfin pour les clients de ces compagnies maritimes, c'est plutôt la galère. On espère qu'au moins pour les compagnies maritimes, ça sera quelque chose de profitable à terme, mais pour l'instant, ce n'est même pas sûr. Donc,
Alors là, la question un peu spécifique qu'on a vue avec mes étudiants, quels impacts sur les chargeurs. Donc on a commencé à faire quelques interviews, donc, notamment ici auprès de la communauté portuaire anveraise et notamment auprès des transitaires. Donc on a interrogé sur ces évolutions-là, donc je vais finir, hein, je vais très vite. Donc d'une part, pour les clients, qu'est-ce que ça engendre? Moins de services directs, donc augmentation des stocks, donc l'argent qui est dans la mer. Donc cela oblige, en ayant moins de fréquences, cela oblige les clients ou les fournisseurs à avoir plus de stocks, et notamment pour ceux qui reçoivent la marchandise, pour beaucoup des chargeurs du nord-ouest de la France qui importent des marchandises qui viennent de l'Asie, ils vont être obligés à avoir des stocks plus conséquents, puisque ça devient un peu plus incertain, la régularité des fréquences des navires. Et aussi, il y a, dans le cas de l'automobile, dans le cas de certaines filières spécifiques, il y a un recours plus fréquent à des approvisionnements d'urgence par avion, ça peut avoir un coût considérable. Deuxième répercussion, donc la moindre liberté des transitaires pour répartir les cargaisons de leurs clients chargeurs en différents navires. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est au lieu d'avoir 3 ou 4 arrivées par semaine, pour un transitaire en particulier, il est obligé d'avoir toutes les cargaisons de tous leurs clients concentrées dans un seul navire. Donc c'est un risque important en cas de problème avec ces navires en mer. Et puis en plus, pour beaucoup de chargeurs qui ne sont pas de grande taille, qui n'ont pas des surfaces de stockage, qui n'ont pas les capacités pour réceptionner 4 conteneurs à la fois, cela engendre des frais de stationnement supplémentaires au port, ce qui est quand même un problème considérable qui ne se posait pas avant, avec des navires plus petits et plus fréquents. Et puis, et je pense que certains d'entre vous, vous êtes familiers avec ces problèmes-là, donc de plus en plus de retards, d'annulations d'escale, de connexions ratées. Donc il se trouve que les alliances sont faites pour les trunk lines, pour les grands navires, pour les grandes connexions, mais après pour les services feeder, chaque compagnie maritime garde leur service pour elle. Donc si on rate une connexion entre un navire mer et un navire feeder, on se retrouve à attendre une semaine supplémentaire, donc ce qui dilate davantage ces retards. Donc on a des transbordements à la sauvage, donc ceux qui représentent la profession des transitaires, je pense qu'ils sont bien familiers, donc décidé unilatéralement par la compagnie maritime, donc un service qui devrait être direct entre Le Havre et Shanghai, comme par hasard, il s'arrête en Malaisie ou que sais-je, et donc du coup, cela engendre aussi une semaine supplémentaire, voire plus, pour faire le même service. Donc pour les clients, ça pose un véritable problème parce qu'il a payé pour un service direct et il se retrouve avec un service qui ne l'est pas, surtout avec des marchandises sensibles comme le vin ou d'autres pour lesquels, pendant les mois les plus chaleureux de l'année, ça peut craindre de faire escale dans certains de ces ports-là qui se trouvent souvent à proximité de l'équateur. Donc moindre fiabilité des services, donc ça c'est une tendance générale qui semble affecter à tous les ports. Et puis, problème de congestion et coordination. Certains sont très locaux, par exemple ici au Havre, donc avec les terminaux intermodales, donc des ratés de connexion avec l'Interland, donc concentration de l'activité très forte, donc ce qui répercute des gros trafics sur les routes. Il les rend très difficiles, donc on se demande si la fidélisation, c'est-à-dire l'effet d'étaler des plus petits navires sur toute la semaine ne contribuerait pas à lisser un tout petit peu ces problèmes, au moins avoir moins de problèmes de coordination avec l'Interland. Pour résumer, donc, des mutations récentes ont eu des impacts très forts dans tous les ports de la rangée nord. Certains impacts sont communs à tous les ports, donc transit time, fréquence, certains problèmes de fiabilité. D'autres semblent être plus forts dans des ports secondaires, enfin secondaires, je m'excuse, on est au Havre, mais des ports, disons, qui ne font pas partie de ces top 3 européens, et notamment annulation d'escale, des blank sailing, enfin ces choses-là paraissent être beaucoup plus récurrentes dans des ports comme le Havre de cette taille que dans les ports du top 3. Et puis, bon, il faut savoir que c'est un travail de recherche qu'on compte élargir à d'autres ports et à d'autres régions du monde, notamment, là on mène des travaux avec des collègues taïwanais et des collègues japonais pour lesquels des problèmes très similaires se posent, parce qu'eux aussi, ils se retrouvent un peu écartés de cette hiérarchie, de leur hiérarchie régionale respective.
Donc, merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, ce serait très intéressant. Merci. Donc, merci pour cette troisième intervention.